2 semaines sans vidéo et le sport français a décidé de s'enflammer ce week-end. L'Olympique de Marseille a enfin gagné sous Habib Beye au terme d'un Olympico de folie. Mais est-ce que c'est vraiment le début de quelque chose pour les Phocéens? Les Spurs de notre Wemby national sont numéro 1 du Power Ranking en NBA. Alors est-ce que ça fait d'eux de sérieux prétendants au titre ou pas? Et les frères Lebrun viennent d'entrer dans l'histoire du sport français avec une performance historique. On aura, comme chaque semaine, notre MVP avec un jeune Français sur les traces des plus grands et une petite biscotte à l'aube de la reprise du championnat de F1 qui laisse beaucoup de monde perplexe, notamment avec un nouveau règlement un peu compliqué à comprendre. C'est le sommaire de notre récap de ces actus sport du week-end. On est parti, on est ensemble pour une quinzaine de minutes. Allez, on va démarrer avec l'OM. Et oui, ils ont gagné. Oui, ça fait du bien après des semaines de fortes turbulences avec le dernier épisode, le départ de Pablo Longoria. Mais est-ce qu'on a vraiment vu un match référence pour les hommes d'Habib Beye? J'ai quelques doutes. J'ai quelques doutes parce que oui, c'est un soulagement. Il y a ça, il y a aucun doute. Cette victoire était capitale pour éteindre l'incendie à Marseille. Qui plus est, elle intervient contre l'Olympique lyonnais, un concurrent direct et rival historique dans un match complètement fou. Donc oui, l'OM s'est remis la tête à l'endroit et oui, les supporters peuvent célébrer. Oui, ils reviennent dans la course au podium. Mais si on essaie d'analyser ce match un peu plus froidement, une fois qu'on met le côté émotionnel de côté, assez loin d'être rassurant pour les Marseillais quand même. Alors pourquoi? Moi, je pense que l'OM est loin d'être tiré d'affaire. Hier, la pièce tombe du bon côté. Cette saison, j'ai envie de dire pour une fois pour l'OM parce qu'ils ont vraiment pas été chounards depuis le début. Mais j'ai vu les mêmes mots qui font un peu défaut à l'Olympique de Marseille depuis le début de la saison. De la fébrilité, voire de la peur en début de match. Et ce but dès la deuxième minute avec une défense apathique, signe d'une équipe encore malade qui a peur de s'engager. Sur le deuxième but, pareil, Balerdi qui se fait mystifier sur un crochet tout simple. Rouli qui se fait tromper par une frappe, alors certes bien placée, mais quand même très molle à l'entrée de la surface. Et même au tout départ de l'action, il me semble que c'est Pierre-Emile Højbjerg, je ne suis pas sûr à 100%, qui se fait éliminer très facilement et permet à l'Olympique lyonnais de se projeter vers le but et de marquer ce deuxième but qui aurait pu leur donner la victoire. Alors certes, c'était pas le meilleur match, le match le plus abouti en termes de niveau, mais on ne peut pas leur enlever cependant qu'ils sont revenus avec un gros caractère en deuxième mi-temps, une grosse envie symbolisée par l'entrée de Igor Paixão et ce but qui a complètement relancé l'Olympique de Marseille, pardon. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas vu depuis longtemps. Je les avais vus mener très tôt à Brest et incapables de revenir. Je les avais vus se faire rejoindre en fin de match par Strasbourg. Là, ils ont vraiment fait preuve de caractère. Ils ont montré une capacité à renverser la table, ce qui nous a offert une fin de match complètement folle. Et honnêtement, je dois dire que je me suis régalé devant ce match. Ça faisait assez longtemps que ça n'avait pas été le cas en Ligue 1. Mais justement, c'est un match complètement fou, donc on n'a pas senti une vraie, j'arrive pas à le définir comme un match référence où l'OM a maîtrisé son sujet, puisque, bah, il faut quand même pas oublier que juste avant la mi-temps, l'OL peut mener 2-0 avec un face-à-face remporté par Rouli et qu'au retour des vestiaires, il y a un but refusé à Corentin Tolisso pour un hors-jeu d'une demi-rotule. Vraiment, Paulo Fonseca était pas content du tout et je peux le comprendre. La frustration doit être très forte quand on voit ce hors-jeu sifflé pour si peu. Donc voilà, si une de ces deux occasions finit au fond, bon, on peut se dire que c'est presque plié pour l'OM, quoi. Ils ne reviennent pas dans ce match, ils se retrouvent à 8 points de Lyon et là, ça devient très compliqué pour la course au podium. Donc pour moi, on ne peut pas parler de déclic ou match référence pour l'OM, pas encore. J'attends de voir s'ils vont confirmer cette semaine en quart de finale de Coupe de France face à Toulouse. Cette Coupe de France qui est devenue un objectif majeur cette saison pour 2 raisons principales. L'élimination d'abord en Ligue des Champions, c'est la seule autre compétition qu'ils ont à jouer avec la Ligue 1 et l'élimination du PSG dans cette Coupe de France, ce qui ouvre quand même beaucoup le tableau à toutes les autres équipes et notamment à l'Olympique de Marseille. Donc voilà, vu que c'est un objectif majeur, ça amène aussi beaucoup de pression. Est-ce qu'ils se sont remis assez la tête à l'endroit pour gérer cette pression, pour aborder ce match avec confiance et vraiment dominer une équipe de Toulouse qui, bah voilà, avec les standards de l'OM, doit être une victoire entre guillemets facile, même si ça reste un match de coupe. Donc voilà, je suis très curieux de voir comment ils vont gérer l'après Olympico et s'ils vont se servir de ce match pour vraiment
lancer leur fin de saison et le sprint final. Malgré ces quelques doutes qui persistent, il faut aussi voir le factuel, hein. L'OM revient à 2 points de son adversaire du soir dans la course pour la troisième place. Donc une très bonne opération pour eux quand on sait qu'ils ont été à 8 points pendant une grande partie de la soirée. Et voyez même Lille et Rennes revenir à hauteur pour la quatrième place. Donc non, moi je ne peux pas le qualifier de match référence, j'y vois pas encore un déclic, mais ça peut être un vrai tournant pour la fin de saison de l'OM s'ils arrivent à surfer un peu sur cette vague de confiance que leur a apporté la victoire dans l'Olympique. On enchaîne avec notre deuxième actu et on va partir de l'autre côté de l'Atlantique et parler des Spurs de Victor Wembanyama qui sont numéro 1 du Power Rankings de la NBA, le classement des favoris pour le titre à l'instant T. Alors, est-ce que être numéro 1 de ce classement en février signifie vraiment quelque chose? Oui, mais non aussi. C'est un peu une réponse de Suisse. Les Spurs sont numéro 1 de ce classement qui prend en compte la dynamique du moment. Et ça, c'est indéniable, hein. Ils étaient jusqu'à hier sur une grosse série de victoires, 11 d'affilée et invaincus pendant tout le mois de février, avant le petit coup d'arrêt hier au Madison Square Garden face aux New York Knicks. Dans cette série de victoires, ils ont notamment battu le Thunder d'Oklahoma City, tenant du titre et numéro 1 du classement à l'ouest. Les Pistons de Détroit, meilleur bilan de toute la ligue et grand favori à l'est. Et ils ont un bilan positif dans le reste de la saison en général face aux cadors de la ligue. Donc voilà, il y a quand même des bons arguments pour faire de ces Spurs un des favoris et peut-être un favori au titre. Donc ça, c'est bien beau, c'est la saison régulière, mais est-ce qu'ils ont les armes pour aller au bout en play-off? Encore une fois, ce classement tient compte de la dynamique du moment. Euh, Moi, je pense que oui, ils peuvent honnêtement prétendre au titre dès cette saison pour plusieurs raisons. Déjà, ils ont la troisième meilleure défense de la ligue dans les stats, donc dans le defensive ratings, derrière Oklahoma City et Détroit. Et comme le dit le vieil adage du sport américain, defense wins championships. Ils ont aussi une superstar qui peut être clutch dans les fins de match, porter son équipe dans le sac à dos en playoff et pourquoi pas leur permettre de faire un gros run. Voilà, je sais que vous vous demandez tous de qui je veux parler. Mais ils ont aussi des joueurs autour de lui qui peuvent très bien le suppléer. D'Aaron Fox, très bon meneur-scoreur. Stephen Castle, le rookie de l'année, la saison passée, qui est impressionnant depuis quelques mois des deux côtés du terrain. Donc en défense, c'est lui qui s'occupe généralement de la star de l'équipe adverse. Et à la passe ou au scoring, il apporte aussi énormément. Et enfin, les Spurs sont aussi très forts contre les grosses équipes de la ligue avec des bilans positifs contre quasiment tous les cadors. Donc Oklahoma City, Denver, Détroit, New York, je suis pas sûr, mais voilà, contre les équipes prétendantes au titre, ils ont un bilan positif en saison régulière pour le moment. Alors avec tout ça, on se dit, bon, bah, c'est bon, pas la peine de discuter, les Spurs sont favoris, ils sont sur la meilleure dynamique, etc. Mais il y a quand même quelques raisons de craindre une petite déception en playoff. D'abord, encore et toujours ce manque d'expérience en post-season pour ces très jeunes Spurs. À part Harrison Barnes, le tonton de cette équipe, aucun autre joueur majeur n'a connu de run en playoff. Et on sait que c'est un basket complètement différent à ce moment-là et qu'une certaine expérience de ces moments-là est nécessaire pour performer. Puis bon, ils sont pas tout seuls non plus, hein. On va aussi regarder leurs adversaires. Qui peut les battre sur une série de 7 matchs en playoff? À l'ouest, je vois 3 équipes capables de sortir les Spurs. Bon, OKC déjà, hein, on va pas les enterrer trop vite, même s'il y a une perte de vitesse depuis quelques semaines. Ils ont toujours chez Gilgeous Alexander, le MVP sortant, une équipe, un collectif très solide, une équipe très dure, voire vicieuse, voire même carrément détestable à certains moments, qui peut faire péter un plomb à n'importe qui en playoff. Et honnêtement, ça ferait une finale de conférence monstrueuse entre les Spurs et OKC, une finale qui me ferait faire quelques nuits blanches au printemps pendant les playoffs. Voilà, en deux, on a les Denver Nuggets, hein, qui, même s'ils sont un peu moins bien classés en saison régulière cette année, à cause notamment des blessures, peut-être très dangereuses en playoff. Voilà, ils ont Jokic, le meilleur joueur du monde actuellement. C'est les seuls à avoir inquiété OKC à l'ouest en playoff l'an dernier. Donc voilà, ne jamais enterrer les Nuggets trop tôt. Et troisième équipe qui est très en forme en ce moment et que je vois inquiéter les Spurs en playoff à l'ouest, c'est les Minnesota Timberwolves qui restent sur 2 finales de conférence d'affilée
et qui sont très solides en défense avec Rudy Gobert et un joueur hors norme qui n'a peur de rien en playoff, qui peut vraiment prendre feu sur une série, Anthony Edwards, un de mes joueurs préférés en NBA en ce moment. Et à l'Est, je ne vois honnêtement qu'une seule équipe qui pourrait battre les Spurs sur une série en 7 matchs s'ils arrivent en finale NBA, et c'est les Detroit Pistons dont on a parlé juste avant, qui ont encore une fois le meilleur bilan de la ligue, mais qui sont eux aussi très inexpérimentés en playoff. Et peut-être même les Knicks, hein, du coup, avec la défaite d'hier soir face à New York. Voilà, une équipe qui est solide et qui peut les embêter, mais que honnêtement, je vois un ton en dessous de toutes les équipes que je viens de citer. Donc voilà, pour conclure, on ne peut pas parler de favoris incontestables au titre malgré cette place de numéro 1 dans le Power Ranking. Encore une fois, ça prend en compte seulement la dynamique du moment et qui est favori à l'instant T. Mais les Spurs sont un candidat plus que sérieux. Ça, on peut plus le cacher, on ne peut plus le nier. Et c'est déjà assez fou parce que ça paraissait complètement improbable au début de la saison avec une équipe aussi peu expérimentée et qui avait fini si loin la saison dernière. Allez, troisième actu avec les frères Lebrun qui viennent d'entrer encore un peu plus dans l'histoire du sport français. Les deux coqueluches du ping-pong tricolore ont remporté ce week-end le Grand Smash de Singapour en double. Et pourquoi c'est historique? Pourquoi je parle de performance historique? Alors qu'on n'en a pas tant parlé que ça, je trouve, dans les médias. C'est la première victoire française de l'histoire dans un Grand Smash, qui est l'équivalent des grands chelems en tennis. Que ça soit en simple ou en double, personne n'avait réalisé cet exploit chez les Français. Félix avait déjà été le premier à atteindre la finale en simple en octobre dernier, mais il s'était incliné malheureusement. Et en plus de ça, ils l'ont emporté avec la manière face à une paire chinoise tout de même quatrième mondiale en double et qui comptait sur le numéro 3 mondial en simple Lin Shidong. Donc une paire solide, mais qui n'a pas vu le jour face au Lebrun, littéralement. Ils ont pris une vraie fessée. 3 petits sets, 19 minutes ont suffi à la fratrie pour s'imposer et faire passer le ping français dans une nouvelle dimension. Et alors, cette victoire nous donne de gros espoirs pour la suite et pour certaines échéances à long terme, puisque bon, déjà, elle permet aux deux jeunes Français de retrouver leur place de numéro 1 mondiaux en double. Donc voilà, ils sont capables de battre n'importe qui. C'est les patrons du ping mondial en double pour le moment, mais elle nous ouvre l'appétit pour une échéance à plus long terme, puisque le double fera son retour aux Jeux Olympiques pour les Jeux de Los Angeles en 2028. Alors forcément, vous me voyez venir, hein. Est-ce qu'on peut commencer à rêver d'une première médaille d'or olympique pour le ping français? Bon, ça c'est encore loin, c'est dur de se projeter aussi loin. Mais l'avenir nous le dira. Et oui, en tout cas, une chose est sûre, on s'en rapproche grandement grâce aux frères Lebrun. 19 ans, 40 km en solitaire et une classique remportée avec plus d'1 minute 30 d'avance. Paul Sexas a franchi un nouveau cap ce week-end et c'est logiquement notre MVP de la semaine. Le Français a remporté la Faune Ardèche Classique, une première victoire dans sa carrière pour le Français grâce à une attaque tranchante à 40 km de l'arrivée pour finir en solitaire. C'est pas seulement une victoire, hein, c'est une vraie démonstration de force. Dans le mur des rois qui fait 6,8 km à 7,3%, il a fait craquer tous ses adversaires un par un et comme je l'ai dit, a franchi la ligne d'arrivée avec 1 minute 30 d'avance, un écart abyssal à ce niveau-là. Et c'est pas une victoire au panache, c'est pas une victoire pleine de fougue, c'est une victoire stratège et pleine de maturité et une course gérée à la perfection. Il a été plutôt discret en première partie de course, il est resté un peu caché. Il laisse les grosses équipes rouler et faire le ménage dans le peloton, rattraper les échappées sans perdre trop d'énergie. Et il a ensuite choisi son moment pour mettre tout le monde dans le rétroviseur. Donc les Pisserois diront qu'il ne faut pas s'emballer car c'est une petite classique entre guillemets hein, et bien loin du niveau d'un monument sans les Pogacar, Van Der Poel ou Remco Evenepoel. Mais on leur répondra qu'au départ se tenait quand même Matteo Jorgensen, pardon, double tenant du titre de Paris-Nice, Ben Illy, vainqueur d'étape sur le Tour l'an dernier, ou encore Mathias Kielmoz, vainqueur de l'Amstel Gold Race l'an dernier. Mais aucun de ceux-là n'a pu résister à notre Français. Et non, cette course n'était donc pas une course de seconde zone quand on voit les noms qu'il y avait, malgré l'absence des tout meilleurs du peloton mondial. Alors, est-ce qu'il peut déjà rivaliser avec les plus grands ? Maintenant qu'on a un Français aussi prometteur, aussi tôt, on a envie de se dire qu'il peut déjà aller chercher les Pogacar, les Evenepoel et tout ça. Mais bon,
Il faut quand même rappeler qu'il a fini troisième derrière ces deux-là au championnat d'Europe en octobre 2025. Alors oui, il était troisième, très bon résultat, mais il était quand même à plus de 3 minutes des vainqueurs. Donc voilà, il est clairement pas encore au niveau de ces deux monstres, mais on va lui laisser du temps avant qu'il puisse s'attaquer vraiment aux légendes de ce sport, aux cadors du peloton mondial. Et on pourra déjà mieux juger où il en est, des progrès qu'il a fait depuis les championnats d'Europe par rapport à ces mecs-là, la semaine prochaine sur les routes des Strade Bianche, puisque Tom Pidcock, Egan Bernal, Wout van Aert et surtout l'ogre Tadej Pogacar seront cette fois bien présents. Pour la biscotte de la semaine, on va s'attaquer à un sport qui me passionnait il y a encore quelques années, mais qui selon moi est en grande perte de vitesse et risque même la sortie de route cette saison, la Formule 1. La saison 2026 débutera donc le week-end prochain en Australie avec un nouveau règlement qui, comment dire, laisse perplexes les fans et même les pilotes. Donc voilà, ça s'annonce pas très bien pour cette saison 2026. Donc le principal changement de réglementation est que la puissance électrique sera quasiment à parité avec celle du moteur thermique. La conséquence principale de ce changement, c'est que les batteries des voitures vont se vider beaucoup trop vite et que les pilotes seront donc dans la gestion permanente de leur niveau de batterie. Résultat, moins de courses à l'instinct, moins d'attaques, moins de dépassements et donc moins de spectacles pour un sport déjà beaucoup critiqué à ce niveau-là. On a même certaines stars du paddock qui sont montées au créneau. Max Verstappen a déclaré que ce n'était tout simplement pas amusant et que il valait mieux conduire. Ça ressemblait plus à de la Formule E que de la Formule 1. Hamilton a dit que les fans n'allaient rien y comprendre. Même lui a passé beaucoup de temps à étudier ce nouveau règlement et qu'il avait du mal à tout saisir. Donc voilà, quand peut-être les deux plus grandes stars des 10-15 dernières années d'un sport le critiquent à l'unisson, c'est quand même vraiment pas bon signe. Deuxième conséquence, et je vais pas rentrer trop dans les détails techniques, mais c'est sur les départs qui sont beaucoup plus dangereux à cause d'un turbo difficile à lancer et d'une monoplace beaucoup plus compliquée à faire démarrer. Et donc, ça force les pilotes à un exercice très périlleux au moment de lancer leur monoplace au départ. La preuve en est avec un test fait à Sakir avec 7 monoplaces sur un départ. Et malheureusement, 4 d'entre elles sont restées immobiles, ce qui est évidemment extrêmement dangereux pour toute la grille de départ. Donc voilà, peut-être que d'ici une ou deux saisons, les ingénieurs auront trouvé les moyens de corriger le tir. Mais aujourd'hui, ce championnat de Formule 1 version 2026 ressemble plus à une expérimentation qu'à une évolution vraiment maîtrisée. Et c'est le spectacle qui risque d'en souffrir. Voilà l'équipe, c'est tout pour ce récap des actus sport du week-end. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, on n'oublie pas de mettre un petit like, de s'abonner et de laisser un petit commentaire pour soutenir la chaîne. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao l'équipe.